messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue plusieurs informations et événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte. Et nous aurions un débat principal qui va porter sur la lutte contre le terrorisme, une action orchestrée par l'Égypte. Commençons avec les nouvelles de l'Égypte. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la prestation de serment du conseiller Mohamed Mahmoud Farag Hossein Eddine comme nouveau président du Conseil d'État et également du conseiller Hamed Saïd Mohamed Abdel Fattah comme nouveau procureur général. Plus de détails à travers ce commentaire ou ce compte rendu signé Mohamed Al-Hamsa. Le président Abdel Fattah el-Sisi a décerné l'ordre de la République du premier degré à l'ex-procureur général, le conseiller Nabil Ahmed Tawfiq Sadiq. Le président el-Sisi a ensuite décerné l'ordre de la République du premier degré à l'ex-président du Conseil de l'État, le conseiller Ahmed Abdelaziz Ibrahim Aboulazm. Le chef de l'État a assisté aujourd'hui à la prestation de serment du conseiller Mohamed Mahmoud Farag Hossein Eddine, nouveau président du Conseil de l'État. Le chef de l'État a ensuite assisté à la prestation de serment du nouveau procureur général, le conseiller Hamed El-Sayed Mohamed Abdel Fattah. À la suite de la prestation de serment, le président el-Sisi s'est entretenu avec le nouveau président du Conseil de l'État et le nouveau procureur général. Il leur a demandé de faire de leur mieux pour renforcer l'état de droit basé sur la justice et l'égalité. Il leur a également souligné la nécessité d'assurer les droits des citoyens et de garantir les libertés conformément à la Constitution. Et également, nous avons assisté aujourd'hui à la 30e session et la clôture de la 30e session de la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques. Notre collègue et notre envoyé spécial, Hani Farag, se trouve à cet événement. Bonsoir Hani. Bonsoir Mona, bonsoir tout le monde. Alors, la 30e session de la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques, parlez-nous un peu des événements d'aujourd'hui au cours de la conférence et la clôture. Oui, en fait, actuellement se déroule la session de clôture de cette 30e édition de la conférence internationale du WAQF, des affaires religieuses, et qui a duré 2 jours et qui a été tenue sous le slogan la jurisprudence de la construction des États selon une vision moderne. En fait, comprendre le but de la charia de l'islam à l'égard des États, c'était l'un des buts de sa conférence, comment même renforcer la vraie conception de l'islam selon lesquelles l'islam et les musulmans jettent les bases des États. C'était l'un des buts de la conférence également. On trouve que les éléments ont essayé de discuter, d'analyser les conceptions discuter bien sûr de la conception du groupe extrémiste et de les analyser afin de savoir pourquoi ils visent à répondre le terrorisme, l'instabilité et même le retard civilisationnel pour arriver enfin à démanteler les patries, les États et la société. C'est pourquoi les éléments qui sont ici ont essayé durant ces 2 jours de jeter plus de lumière sur la jurisprudence de la coexistence des pays pacifique et son impact sur la construction des États et la stabilité des États. La coexistence pacifique visée par les ulémas, selon quelques intervenants, notamment de la part de l'Azhar, c'est celui qui est basé sur les axes pacifiques, la sécurité et la sérénité. À côté de cela, on trouve que la coexistence pacifique, c'est celle qui accepte toutes les croyances de la société en donnant à eux tous les droits. Autre chose à noter, c'est que la citoyenneté est l'un des buts de la charia, selon les ulémas qui se trouvent actuellement dans cette conférence. Et cela représente un point tournant dans la jurisprudence islamique et qui vise à sauvegarder la patrie et les États. Et tout cela, si je peux dire, Mona,
et tout à fait fait, si je peux dire, le contraire des visions adoptées par ce qu'on appelle la jurisprudence ou le discours religieux adopté par les groupes terroristes extrémistes plutôt et fanatiques. Même des chercheurs dans le discours islamique adopté en Europe comme l'Allemagne ont présenté leur expérience dans la lutte contre ce discours religieux extrémiste. C'est pourquoi ils ont proposé le fait de consacrer le discours de la miséricorde, de la tolérance, bien sûr, de l'islam, afin de résoudre les problèmes dont souffre l'humanité, notamment en Europe, et afin que l'islam soit, si je puis dire, un élément de la solution de ces problèmes et non pas un problématique. Autre chose, l'Égypte al-Azhar, cette institution religieuse d'une renommée internationale, a affirmé que l'homme est les frères de l'homme. Et on trouve bien sûr aujourd'hui, si je peux dire, une déclaration très importante qui s'appelle la déclaration du Caire, qui va être bien sûr proposée par cette session cette session clôturale. Premièrement, je peux vous citer les grandes clauses ou les grandes lignes de cette déclaration. Oui, Hani Farag, allez-y, oui. Oui, bien sûr, premièrement, par exemple, on trouve que cette déclaration du Caire sur la citoyenneté a stipulé la citoyenneté est le fait de donner à la patrie, dit appartenir en respectant tous les slogans de l'État matériel ou spirituel, la nécessité de respecter la loi, la Constitution et l'ordre général de l'État, respecter le contrat social de la citoyenneté entre l'État et c'est pourquoi les citoyens, selon cette déclaration sur la citoyenneté du Caire, les citoyens musulmans qui se trouvent dans un État à majorité musulmane ou non musulmane, doit respecter ce contrat social. Autre point très important, suscité par la déclaration du Caire sur la citoyenneté, c'est le fait que la jurisprudence de la citoyenneté ne se limite pas à l'acte de la relation entre les différentes religions, alors que l'une des bases de cette jurisprudence est la consécration de la coexistence pacifique entre les différents adeptes des religions au sein de la patrie. Autre point, c'est la conception de la citoyenneté, la conception de la citoyenneté s'étend à la réalisation des aspects de la justice entre tous les citoyens sans eu égard aux races, même aux couleurs ou au genre. Et cette conception de la citoyenneté affirme le fait de donner à la femme tous ses droits. Oui. Autre chose de très importante, c'est la nécessité d'accorder plus de soins aux personnes âgées et aux personnes qui ont des besoins spéciaux. Oui. Et même, il y avait ce qu'on appelle, parmi les explications de cette déclaration, le fait de comment consacrer la solidarité matérielle et spirituelle entre tous les fils de la patrie sans distinction. Il y a bien sûr d'autres points, comme par exemple consacrer les principes de droit et les devoirs entre les citoyens et les États, entre les citoyens eux-mêmes. Et enfin, on trouve qu'il y a un grand rôle de la part des médias à jouer en ce qui concerne l'éclaircissement de la conception de la citoyenneté en islam. Enfin, on trouve que c'est tout à fait nécessaire de sauvegarder l'État et d'œuvrer à démanteler limites idéologiques adoptées par les groupes extrémistes et fanatiques. Donc, ce sont presque les grandes lignes de cette déclaration du Caire sur la citoyenneté. Hani Farag, notre envoyé spécial à la clôture de la 30e session de la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques, merci bien pour ces détails et nous allons vous contacter juste après la clôture pour les recommandations et pour plus concernant les perspectives et également les mécanismes de réaliser toutes ces recommandations. Merci bien Hani Farag et on continue à présent avec nos commentaires pour
pour aujourd'hui. Alors, notre édition sera consacrée afin de parler de la lutte contre le terrorisme et c'est un sujet qui a été discuté lors de la conférence qui a regroupé les ministres des Affaires étrangères ou la 150e session du Conseil de la Ligue des États arabes et les ministres qui ont discuté, c'était mardi dernier, ils ont discuté au Caire de plusieurs dossiers importants, notamment la question palestinienne, le conflit israélo-arabe et également comment parvenir à une action arabe commune pour lutter contre le terrorisme. Plus de détails à travers ce commentaire. La 152e session du Conseil de la Ligue des États arabes s'est réunie la semaine dernière au Caire au niveau des ministres des Affaires étrangères pour débattre de plusieurs dossiers importants en rapport notamment avec certains conflits dans la région arabe. Les moyens de mise en œuvre de l'initiative de paix arabe, les récentes violations israéliennes à El-Quds occupé et le statut de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, ont été aussi discutés. La session a également abordé la sécurité de l'eau dans les territoires arabes occupés et le Golan arabe syrien occupé, le soutien à la paix et au développement au Soudan et l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes, la sécurité de la navigation et de l'approvisionnement en énergie dans la région du Golfe arabe et les dangers des armements israéliens sur la sécurité nationale arabe et la paix internationale ont aussi été discutés à l'occasion. Les ministres ont de même abordé la création d'une zone exempte d'armes nucléaires, du soutien aux républiques de Somalie et des Comores, de la résolution pacifique du différend frontalier entre l'Érythrée et Djibouti et du terrorisme international et des moyens de le combattre. Parlant de notre expérience sur le terrain, l'Égypte a beaucoup progressé dans la lutte contre le terrorisme et son financement a été vraiment éradiqué et en promulguant des lois et introduisant des règles de surveillance et de réglementation. Plus de détails concernant ce côté de financement du terrorisme, comment l'éradiquer, comment l'arrêter à travers ce commentaire signé Salih Hamed et Yarashouch. L'Égypte avait mis en place des mesures d'identification des clients dans les différentes institutions financières, conformément aux normes internationales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme définies par les organisations internationales. S'exprimant lors d'un atelier annuel organisé par l'unité égyptienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur le renforcement des capacités dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, le Premier ministre Mustafa Madbouli a déclaré que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituaient les menaces les plus graves pour la stabilité des systèmes financiers et économiques mondiaux. Il a souligné la nécessité de se conformer aux systèmes de réglementation nationaux et internationaux qui constituent un moyen de dissuasion puissant contre tout élément criminel et toute personne se livrant à des activités terroristes. Il a en outre souligné la nécessité d'encourager la coopération entre tous les pays, les parties prenantes et les autorités nationales compétentes de manière à renforcer les économies arabes et africaines. L'atelier a été organisé sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi et des groupes d'action financière. Et à présent, nous allons passer à notre troisième commentaire concernant toujours un autre aspect de la lutte contre le terrorisme. C'est la vision égyptienne dans la lutte contre le terrorisme qui découle d'une position ferme et cohérente adoptée par l'État et selon laquelle les différentes organisations terroristes représentent une menace et tirent leurs idées de la même idéologie intellectuelle qui incite à la violence. L'Égypte également milite pour la tolérance, pour la citoyenneté et également
pour vivre en harmonie et pour lutter contre le terrorisme, une vision orchestrée par le président Abdel Fattah el-Sisi. Et voici à présent plus de détails concernant ce plan avec Sally Hamed et Arachouch. Le ministère égyptien des Affaires étrangères tient à promouvoir l'approche globale égyptienne dans la lutte contre le terrorisme, à assiéger ce phénomène sous divers aspects intellectuels, organisationnels et financiers dans divers forums internationaux. Les institutions religieuses égyptiennes représentées par Al-Azhar et Dar el-Ifta' jouent un rôle clé dans la lutte contre l'idéologie extrémiste par le biais d'un certain nombre d'initiatives visant à diffuser des messages religieux tolérants modérés, démantelant la structure intellectuelle sur laquelle reposent les organisations terroristes. Cet effort des instances religieuses égyptiennes modérées est hautement apprécié au niveau international en raison de la réputation des institutions religieuses égyptiennes et de la crédibilité de la communauté musulmane dans le monde entier. L'Égypte a proposé un programme arabe et uni pour lutter contre le terrorisme. Le gouvernement, de son côté, avance pas à pas pour endiguer le terrorisme. En juillet dernier, il a ainsi décidé de mettre en place un Conseil national de lutte contre le terrorisme pour établir une stratégie nationale globale. Au menu, notamment, la création d'opportunités d'emploi dans les régions où sévit l'extrémisme, l'élaboration de zones industrielles dans ces mêmes secteurs, le renforcement de la sécurité de la population égyptienne, quelle que soit sa religion. Au-delà des frontières nationales, les autorités militent également pour un approfondissement de la coopération dans la lutte antiterroriste sur le continent africain notamment. تقدم مصر شهداء للحفاظ على أرضها كل يوم بيسقط من الجيش ومن الشرطة شهداء كي تحيا مصر حالفين بعون الله طول ما احنا فينا الروح يا بلدنا في لبنان ومعانا فين ما نروح فابني مش خسارة فيكم مش خسارة في مصر طول ما احنا فينا الروح يا بلدنا في لبنان ومعانا فين ما نروح كنت بتمنى يكون عمره أطول ويفادي مصر أكتر أنا ببكي بكاء الفراق اللي راسك فوق زي السماء عليها كان لازم أقبل رأس أم الشهيد وأقبل يد أم الشهيد بالنيابة عنكم كلكم قدمت أغلى ما عندها يا بلادي يا بلادي تعالينا يا بلادي نفديك يا بلادي وتعيش يا بلادي مفيش حد يقدر يهزم أمة بتتعامل بقيم أخلاقية شريفة في وقت عز فيه الشر. يا بلادي بالعزم والإصرار لنا ربي ينصرنا ابني فخر ليكم وانتوا كلكم فخر لمصر طول ما احنا فينا الروح يا بلدنا في لبنان ومعانا فين ما نروح تحيا مصر. La lutte contre le terrorisme, une vision arabe commune et une action arabe commune, ce sont les demandes de la 152e session du Conseil de la Ligue des États arabes qui s'est réunie
au Caire, au niveau des ministres des Affaires étrangères, pour débattre de plusieurs sujets, plusieurs dossiers, parmi lesquels cette vision et cette action commune contre le terrorisme. Afin de mieux aborder le sujet, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine. Bienvenue à notre programme. Merci, au revoir. Alors là, on parle de cette 152e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes. Les ministres des Affaires étrangères ont abordé plusieurs sujets, parmi lesquels la lutte contre le terrorisme, de point de vue lutte commune et également vision commune, action commune de la part des Arabes. Oui. Selon vous, est-ce qu'on peut vraiment aboutir à une vision commune, voire une action commune de la lutte contre le terrorisme? C'est-à-dire qu'on espère. Mais est-ce qu'il y a une sincérité dans l'action? Ça, il faut s'attendre. Mais je vais vous dire quelque chose. Pour moi, il n'y a pas que les pays arabes qui doivent lutter contre le fléau du terrorisme. Il y a aussi les pays occidentaux. Pour une petite question que je me pose, moi, en tant que citoyenne simple, ils sont tellement bien armés jusqu'aux dents. Ils sont armés avec de l'armement très sophistiqué. Qui le fait? Qui fabrique? Qui finance, oui. Qui fabrique ce genre d'armes-là? Ça, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. On voit qu'il y a des partis, une partie, deux partis, je ne sais pas combien, qui ont intérêt à décimer la patrie arabe. Et d'ailleurs, nous avons entendu ça par des Américains avant ça. Et nous vivons aussi, je dirais peut-être malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, pendant la confrontation ex-Union soviétique et les États-Unis, il y a eu, ça a commencé en Afghanistan. Et en Afghanistan, on a parlé des Afghans qui luttaient avec les forces américaines comme des héros, comme des gens qui prêchent la religion, les convictions, le bien-être et le bien agir aussi, et toutes les qualités humaines espérées. Et qu'est-ce qu'on a vu à la fin? Des terroristes de première classe. Tout ça, c'était sous le slogan mensonger on lutte contre un pays qui ne croit pas en Dieu. Oui, laïque. Oui. Laïque. Ou athée, selon athée, athée plutôt. Oui. Bon, nous avons, moi je dis toujours, nous avons vaincu l'État athée et nous avons maintenant sur le dos l'État croyant. Qu'est-ce qu'il a fait l'État croyant? Il a saboté l'Irak, il a saboté la Libye, il a essayé de saboter entièrement la Syrie, il a encouragé les organisations terroristes en les qualifiant de djihadistes, ça veut dire les gens qui luttent pour le bon Dieu. Ça a attaqué également la souveraineté des États. Tout. Vous savez, je disais aujourd'hui, il y avait une conférence dans laquelle j'ai assisté, et je me suis rappelé que j'avais écrit un article juste après l'invasion de l'Irak. Après l'invasion de l'Irak, le gouverneur militaire, j'ai oublié son nom maintenant, bref, il a tout de suite dissous l'armée. Et ça ne se fait pas. C'est pas du jour au lendemain. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ils ont rédigé la constitution irakienne, la nouvelle constitution, aux États-Unis. Alors, c'était quoi? Derrière le rideau de la justice sociale, de la parité, tout ce que vous voulez comme mot flattant, ils ont dit que voilà, il faut, pour instaurer cette justice, il faut
que la fortune irakienne soit divisée avec beaucoup de justice entre les sunnites, les chiites et les Kurdes. Et là, j'ai écrit un article et j'ai dit ça, c'est la constitution de la division de l'Irak. Parce qu'on ne peut pas maintenant aller. Est-ce qu'on peut aller aux États-Unis maintenant dire, c'est-à-dire les trier Blancs, les gens, Noirs, les Indiens, on ne peut pas le faire. On ne peut pas dire ça. Pourquoi chez nous ça a été fait? Parce que ça a déclenché des guerres, évidemment encouragées par les ennemis de la nation arabe. Et heureusement, ils n'ont pas réussi à faire la même. D'abord, heureusement, parce que l'Irak reprend ses forces maintenant, et j'espère que c'est un très grand pays, et c'est un pays qui a beaucoup de passé culturel très important dans Bien sûr. la culture arabe. Bagdad est une capitale Justement, de la culture renommée, la culture arabe Voilà, et la musulmane. culture, les poésies, tout ce qu'il y a de beau, la philosophie, comment dire, là aussi, c'est-à-dire Bagdad, c'est quelque chose, ce n'est pas n'importe quel, c'est pas un pays désertique et qui ne vaut rien. Non, c'est un pays qui a un passé. Civilisation. Oui, les Babylone, enfin, Abbasside et tout, oui, c'est tout. une civilisation. Oui. Alors, nous avons vu, et puis en plus, il y a l'eau, il y a les rivières, et il y a le pétrole. Pétrole. Et c'est le seul pays du Golfe qui a les deux. Parce que vrai. vous avez ou l'eau ou le pétrole. Alors l'Irak a les deux. Bon, il fallait que on aplatit l'Irak. Heureusement, il commence à reprendre conscience maintenant, et surtout le peuple commence à reprendre conscience. Parce que vous savez, parfois on est traîné par des slogans mensongers et comment dire, et tendancieux, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire quoi chiite et sunnite maintenant? Est-ce qu'il y a eu le conflit entre les deux grands, Muawiyah et Ali, hier? Ça fait 1400 ans maintenant. Alors si depuis, c'est fini maintenant, on n'a plus, c'est pour ça que c'est très important Une vision commune. la vision commune et puis la correction du discours religieux. Justement. Voilà. Si on parle de l'expérience de l'Égypte, parce que l'Égypte est un pionnier dans le domaine de lutte contre le terrorisme, éradiquer le terrorisme sur le terrain, c'est une expérience qui inspire d'autres pays arabes autour de nous. Et c'est pourquoi la conférence des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se sont inspirés de l'expérience égyptienne et veulent bien avoir une action commune orchestrée par l'Égypte. Selon vous, quels sont les éléments sur lesquels s'appuie l'Égypte pour lutter contre le terrorisme sur son territoire? L'Égypte a d'abord parié sur l'unité du peuple et la prise de conscience commune qu'il n'y aura pas de gagnants et de perdants. On est tous perdants dans un conflit inter-égyptien, c'est-à-dire des Égyptiens qui tuent des Égyptiens pour n'importe quelle raison. Tout le monde est perdu. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a gagné. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi l'habilité de l'armée et des organisations, enfin, des institutions gouvernementales égyptiennes, parce que nous avons aussi une longue expérience avec ces organisations-là, depuis 1928. Depuis quand la Grande-Bretagne a constitué les frères musulmans. Et moi je me dis toujours, je dis à tout le monde, je dis, eux ce sont des frères musulmans et nous on est quoi? Oui, c'est vrai. On est les athées de Koresh ou quoi? C'est-à-dire il y a beaucoup de mensonges, de tendances. Des slogans qui ne veulent pas vraiment, ou qui ne reflètent pas vraiment l'esprit saint de la religion. Oui. Il n'y a pas du tout. Moi j'ai étudié, moi je suis avocate, alors je fais la charia. Oui. Tout ce que je vois maintenant n'existe pas. Oui. Je vous dis sincèrement. Alors l'Égypte était confrontée à un grand complot. Et nous avons vu que
l'organisation islamiste, entre parenthèses, guillemets, parce qu'il n'y a pas d'organisation politique qui se prétende de religion. La religion, c'est la justice. S'il y a un État, quelles que soient les convictions de ses dirigeants, et qui instaure la justice, le droit à l'enseignement, le droit aux soins médicaux, tout ça, le travail, tout ce que vous voulez, ça c'est la religion. Il n'y a aucune contradiction avec la religion. Bon, alors, là maintenant, l'Égypte a vu, où le peuple a senti, moi je répète, et je ne me lasserai jamais de le dire, que ça c'est la plus grande révolution que l'humanité a connue depuis Adam et Ève. Parce qu'il y a eu entre 35 et 40 millions d'Égyptiens. Ce qui est vraiment ridicule. C'est qu'on prétend que c'est un coup d'État. Comment un coup d'État? S'il y a 35 millions à 40 millions d'Égyptiens qui sont sortis de leur maison. Ça, c'est le secret, je dirais, égyptien. Parce que les Égyptiens, ce jour-là, ils sont sortis des dizaines de milliers et personne ne savait. 2 mois avant, on ne savait même pas le nom d'Abdel Fattah el-Sisi. Et là, ils ont senti, ça c'est une spécialité égyptienne. Ce pressentiment égyptien. Voilà, ils ont dit, c'est celui-là. Moi je dis que c'est les cœurs qui ont choisi cet homme. Bon, ils l'ont choisi et ils ont senti le danger de la partition de l'Égypte, parce que déjà on parlait, à la télévision, notre télévision ici, il y avait les bars, news bars là, en bas, enfin les nouvelles écrites dans au-dessus de la scène. Oui. Il y avait déjà, on parlait déjà de l'état du Sinaï. C'est quoi ça, l'état du Sinaï? Oulayt Sina, il disait. Donc, je vais vous dire que l'Égypte a eu une lutte acharnée contre ces éléments terroristes-là, et ils avaient aussi la direction de l'Égypte avait un vocabulaire et un discours très logique. Parce que quand je dis par exemple que si on divise l'Égypte entre 5 États, je ne sais pas, un État musulman, un État chrétien, un État nubien, un État lucinaï, jamais, ça fait 7000 ans que l'Égypte a ses frontières. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui également, nous avons assisté à la clôture de la 30e session de la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques. On a parlé au cours de cette conférence de plusieurs aspects, que ce soit la citoyenneté, la tolérance entre les religions, le renouvellement du discours religieux, comment corriger des idéologies qui ne sont pas vraiment correctes, qui sont erronées. Alors, je crois que c'est une prescription de comment lutter contre le terrorisme. Bien sûr. Selon vous, comment peut-on vraiment mettre en œuvre des mécanismes afin de réaliser ces principes qui sont vraiment importants pour la région en général? Vous savez, moi, ce n'est pas une question... c'est-à-dire, je vais vous donner un petit exemple de la grandeur de l'islam et la tolérance de l'islam. Dans un des versets du Coran, celui qui veut croire qu'il croit, et celui qui veut être athée qu'il le soit. C'est-à-dire, il a laissé le choix totalement à l'être humain. Parce qu'on ne peut pas demander des comptes à rendre à quelqu'un sans lui donner la liberté et sans qu'il ait lui choisi de faire ça ou ça. Alors là, nous avons besoin maintenant de beaucoup je dirais, de discours et de discussions avec, entre parenthèses, les hommes de religion. Parce que ce sont eux qui ont propagé des fausses idées. Je vous dis que moi je trouve qu'il n'y a pas une religion qui permet, comme l'islam,
d'être ou croyant ou athée, comme on veut. Alors ça, c'est de là, exactement à partir de ce verset-là, qu'on peut parler de tolérance. Parce que si le bon Dieu, le créateur du monde entier, nous donne la liberté, alors toi, monsieur, ou toi, madame, de quel droit vous voulez me juger selon vos critères à vous? Oui. Oui. Et c'est très important, parce que ça, c'est la plus grande tolérance possible, c'est de nous référer à ce verset-là pour dire à tout le monde, vous n'avez pas le droit de fouiller dans les consciences et le cœur. Ça, c'est une affaire du Créateur. Oui. Également, si on parle plus globalement, il faut dire que la région arabe souffre de plusieurs pressions qui peuvent mener à ce que les jeunes, par exemple, acceptent ou croient en des idées qui ne sont pas correctes. Parmi les pressions qui existent sur la région, par exemple, c'est la question éternelle de la Palestine, des réfugiés palestiniens, de blocus contre Gaza. Également, c'est la sécurité. Si la sécurité n'existe pas, ça va mener également à plus de chaos. Et aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de la sécurité du sol, mais on a commencé à parler de la sécurité de la navigation, puisque le bassin de la Méditerranée, la mer Rouge, ne sont plus sûrs comme avant. Et ce n'est pas à cause des pays riverains, mais à cause d'autres forces, d'autres pouvoirs qui veulent dominer. Selon vous, comment ces facteurs peuvent-ils également contribuer à plus de chaos dans la région? C'est-à-dire que nous devons être, vous savez, le président a dit avant-hier, il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Il a dit que celui qui a de la force peut s'assurer que personne ne va lui voler son pain. Quelque chose dans ce genre-là. Alors là, il y a beaucoup de gens qui se réfèrent maintenant à ce que le président a dit, que le terrorisme ne sera pas limité à notre région. Et nous avons vu qu'il avait raison. Il y a eu des actes terroristes aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. C'est vrai ou non? Oui, c'est vrai. Donc, il faut prendre conscience, et je crois qu'on a commencé un peu à prendre conscience, qu'on ne peut pas limiter les champs de travail des terroristes. Ça peut... Et en plus, quand il y a une injustice historique, comment dire, unique dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas un seul pays dont on a chassé presque tous ses citoyens pour instaurer d'autres personnes. Et ça a été encouragé et planifié d'abord par l'Angleterre, la Grande-Bretagne, dans le temps de sa grande puissance. Ensuite, maintenant, c'est les États-Unis qui le font. Quand il y a un président d'un pays qui nous sépare de ce pays, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, et qu'il se donne le droit, qu'il s'arroge le droit de faire cadeau de Jérusalem à Israël, et qu'il fasse cadeau le Golan syrien à Israël. Ça ne s'est jamais passé, et ça ne va pas, c'est-à-dire ça, c'est l'instabilité mondiale, universelle. Il faut que tout le monde prenne conscience, il faut que tout le monde s'oppose à ce monsieur-là qui se croit plus qu'un dieu, parce que le bon Dieu nous a créés comme ça, et lui veut changer la création millénaire, je crois. Alors là, il faut savoir que s'il n'y aura pas de solution pour le peuple palestinien, il n'y aura pas de paix. Ni ici, ni ailleurs. C'est vrai. Et également, parmi les sujets qui ont été abordés au cours de cette session de la Ligue arabe, il y a également les pourparlers comme moyen, ou les négociations comme moyen pacifique de résoudre les conflits et les litiges inter-arabes. Oui. Alors, sur ce point, on piétine un peu. Quelle est votre opinion? Bon, c'est-à-dire que moi, je vois qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est le seul moyen, c'est la seule voie pour instaurer la paix. Parce que regardez, maintenant par exemple, il n'y a pas une région arabe, presque, où il n'y a pas des Arabes qui s'entretuent. Au Yémen,
en Syrie, en Libye. C'est quoi ça? C'est incroyable. Incroyable. Et même ça avait commencé un peu à Tunis et en Algérie. Heureusement que les choses ont été prises en main. C'est ça le problème, c'est que nous sommes... Moi, je suis la génération qui croit beaucoup au complot. Beaucoup, beaucoup. Je crois beaucoup au complot. Et je crois que le complot est clair. Il y a M. Kissinger qui a dit la seule garantie pour Israël de rester dans cette région, c'est de décimer cette région en mini-État ethnique et confessionnel. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kissinger. C'est-à-dire, il l'a dit carrément. Alors, s'il y a des dirigeants qui ne veulent pas entendre ça, ça veut dire qu'ils sont aussi complices. Voilà. Oui, alors également, la réconciliation interpalestinienne doit jouer un rôle important pour résoudre ce dossier. Selon vous, cette session une session comme celle de la Ligue arabe et également le parrainage de l'Égypte afin de consolider et arriver à cette réconciliation totale, comment peut-elle vraiment aboutir à la réalisation de cette réconciliation? C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts parce que nous savons très bien que le Hamas a une idéologie qui n'a rien à voir avec la patrie et qui n'a rien à voir avec l'arabisme. Oui. C'est des gens qui veulent instaurer le califat. Ils étaient en très bons termes avec les frères musulmans lors de leur... quand la période de l'année de gouvernement de l'Égypte. Et là, je crois que, pour moi, Hamas a commis un préjudice à la Palestine que n'aurait pas pu faire Israël. Parce qu'il a divisé le Palestine. Oui. Il a divisé le Palestine. Il a comment dire, il a pas seulement partagé, il l'a égorgé, quoi, on peut dire. Oui, avec le blocus, voilà. les Palestiniens souffrent. Et maintenant, quand vous parlez avec n'importe qui, il vous dit oui, mais avec qui on discute en Palestine? Avec Hamas ou Fatah? On ne parle pas de Palestine, on parle de deux organisations. Et ça a été fait par... il n'y a rien dans notre région qui est imputé au hasard. Jamais. Oui. Tout est planifié, tout est préparé, tout est mis dans des bureaux fermés et puis il y a l'exécution. Mais quand même, il faut avouer que l'Égypte était toujours vigilante à ses plans, puisque l'Égypte a soutenu, par exemple, la souveraineté de la Syrie, quand tout le monde était contre cette souveraineté. Et la Libye. Oui, l'Égypte est là pour défendre la Libye et défendre ses frontières avec la Libye. Le Soudan également, l'Égypte était là afin de trouver un compromis pour les Soudanais pacifiquement. Oui. Alors, ce que vous dites là est très important. C'est pour ça que l'Égypte est exposée à tous les genres, toutes sortes de guerres. Une guerre électronique, une guerre vraiment de terrorisme. Ça, c'est pas une guerre. Parce que là, les terroristes, quand ils se posent et ils visent notre armée et notre police et nos juges, alors ils visent l'Égypte. Vous voyez? Bien sûr, oui. Donc, l'Égypte a vraiment... et tout ça, pourquoi? Parce que l'Égypte joue un rôle pacifique. Parce que l'Égypte joue un rôle constructif. Parce que l'Égypte est un pays... qui a une civilisation millénaire et qui a toujours essayé de répandre dans toute la nation arabe et dans toute la patrie arabe des valeurs culturelles et religieuses respectables et reconnues. Alors là, évidemment, on ne la laisse pas tranquille. Pourquoi on va laisser l'Égypte tranquille? Pourquoi? Parce que l'Égypte, une fois comment dire, sûr de la situation de son peuple et tout. D'ailleurs, il joue sur ce point aussi.
l'Égypte a toujours été très, comment dire, elle était un modèle pour tout le monde arabe. C'est vrai. Et tout le monde arabe était autour de l'Égypte. Alors là, ils veulent tout le temps la distraire par tous les moyens, les plus, je dirais, les plus bas, les plus vils. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu, mais je crois que c'est la période. C'est la période où, enfin, les ennemis ont vu que c'est pas l'arme. La guerre ne peut pas résoudre un problème, on ne peut pas arriver à ses fins avec les armes. Alors là, ils essayent par d'autres moyens, d'autres armes. Vous voyez, les rumeurs, par exemple. Moi, chaque jour, aujourd'hui, j'ai entendu 2 rumeurs. Et ce n'était pas vrai. Alors là, il faut vraiment une mobilisation vraiment sincère et honnête et aussi capable de nos moyens de l'information. Couper également le financement pour éradiquer le terrorisme, ça reste toujours un sujet très important, mais qui exige une action arabe commune, parce que l'argent versé à des terroristes, à des groupuscules de terroristes, des fois sont des fonds qui viennent de l'étranger, d'autres pays. Alors là, il faut une action commune de la part des Arabes, de la part de pays arabes. Selon vous, est-ce qu'on peut arriver vraiment à couper ces chaînes et ces financements? Il ne faut jamais perdre l'espoir d'arriver à une solution et d'arriver à un répit, parce qu'on ne va pas laisser les éléments destructeurs nous perdre. Nous défendons notre existence, nous défendons notre avenir, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. On ne va pas laisser les gens, parce qu'ils ont une fortune, comment dire, colossale, de nous nuire. Et on peut s'opposer à n'importe quelle force en expliquant avec franchise et avec courage tous les dangers qui nous guettent. Également, l'Égypte actuellement connaît une réforme économique globale, une vision pour l'année 2030 qui va transformer l'Égypte en un des États les plus avancés en ce qui concerne l'économie et le commerce. C'est une autre raison pour la guerre contre l'Égypte. Oui, nous on l'utilise, cette réforme économique et ces ambitions économique afin d'arriver à la stabilité, voire également éradiquer complètement le terrorisme. C'est une vision d'ailleurs qui a été adaptée et adoptée par d'autres pays arabes. L'Arabie saoudite aujourd'hui également a une vision pour l'avenir, pour la première fois, pour des décennies et décennies. D'autres pays arabes également ont commencé une révolution totale économique. Alors là, on voit que la valeur et le poids de l'économie sont très importants pour la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, c'est très important, parce que comme vous l'avez dit au début, c'est des gens qui sont très faibles devant l'argent. Alors s'ils vivent bien et dans des conditions vraiment, comment dire, aisées, oui. C'est-à-dire des conditions satisfaisantes et favorables, ils ne vont pas aller... mais il faut aussi guetter ces gens-là, guetter les pays qui sont là. Leur seule mission, c'est de saboter, de détruire. Parce que ce n'est pas des vrais pays, c'est des pays factices. C'est des pays... des bâtards, quoi, on dirait. Mais voilà, tout le monde craint que l'Égypte reprenne son entité, sa position dans le monde. Parce que l'Égypte, regardez, il y a très longtemps, il y a Napoléon
Bonaparte, qui a dit celui qui gouverne l'Égypte gouverne le monde. Et ce n'est pas, ça veut dire, c'est pas dans le sens gouverné par la colonisation ou non, c'est pas du tout ça. C'est par la tête, par les idées, par les principes, par l'art, par la littérature, par le cinéma. C'est ça l'Égypte. Madame Farida Choubechi, vous êtes toujours un des militants pour le panarabisme et pour vraiment la complémentarité entre tous les pays arabes. Vous l'étiez et vous l'êtes toujours. C'est mon rêve. Oui, vous croyez toujours à la force de cette union arabe. Je suis sûre que ça va arriver un jour. Je suis sûre. La preuve, c'est qu'il faut regarder quand il y a la guerre contre l'idée de l'unité arabe. Regardez l'argent qui est versé, regardez l'armement, regardez les médias hostiles. C'est-à-dire il y a vraiment une armée composée de plusieurs éléments, mais une armée contre l'Égypte, et que l'Égypte, c'est tout. L'Égypte, c'est le but. Alors on espère vraiment voir cette unité totale entre les pays arabes très prochainement. En attendant de la voir, je tiens à vous remercier, Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivain, d'être notre invitée aujourd'hui et cette édition de direct. Je tiens également à remercier notre envoyé spécial, Hani Farag, qui a donné des détails concernant la clôture de la 30e session de la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques. Merci bien, chers téléspectateurs, et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.